Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Ah ah, c'en est fini de ton règne, misérable imposteur. Ah tiens papy, bonjour, comment vas-tu? T'as l'air en forme, dis-moi aujourd'hui. Silence, inutile de chercher à détourner mon attention. Si je suis là, ce n'est certainement pas pour tailler la bavette avec toi, mais bel et bien pour provoquer ta chute et montrer à tout le monde sur cette chaîne que tu n'es rien d'autre en réalité qu'un misérable mensonge. D'accord, et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour que je puisse visualiser un peu mieux ce que t'as derrière la tête? Parce que je t'avoue que c'est pas très clair là. La seule chose que tu as besoin de savoir, mon cher petit-fils, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde ici saura qu'en réalité tu n'y connais strictement rien à Harry Potter. Mais qu'est-ce que c'est vilain ça, dis donc, mais tu vas quand même pas oser me faire ça. Je vais me gêner, tiens, et pour y parvenir, je vais simplement te poser 4 questions que les gens se posent régulièrement sur Harry Potter. 4 questions qui sont en fait 4 mystères que personne n'a jamais réussi à élucider. 4 questions auxquelles tu ne parviendras jamais à répondre. Ah, là ça commence à me plaire. J'ai la certitude absolue que tu n'as aucune chance de réussir. Et bah c'est ce qu'on va voir papy, moi je suis là, je suis prêt, on y va, c'est parti, let's go. Pourquoi Dumbledore ne soigne-t-il pas sa main malade avec les larmes de fume sec? Voilà une excellente question. À partir du moment où Dumbledore a compris que Voldemort avait créé des Horcruxes, vous le savez, il s'est lancé à leur recherche dans l'espoir de les détruire. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans l'ancienne maison des Gaunt, les Gaunt n'étant ni plus ni moins que la famille de la maman de Voldemort, pour essayer de trouver l'un de ces Horcruxes. Oui, parce que Dumbledore, connaissant un peu Tom Jedusor quand même, supposait que ce dernier avait choisi des objets qui lui sont chers pour les transformer en Horcruxes. Et pour trouver un objet qui a une signification particulière pour lui, eh bah pourquoi pas commencer par chercher dans l'ancienne maison de sa mère. D'autant plus qu'il avait raison d'aller chercher là-bas, puisque c'est dans la maison des Gaunt qu'il a trouvé le premier des Horcruxes qu'il était en train de rechercher, à savoir la bague des Gaunt. Mais le problème, c'est que pour compliquer la vie de ceux qui voudraient justement détruire ces Horcruxes, parce qu'il se doutait bien que ça allait arriver, Voldemort ne s'est pas contenté d'y cacher une part de son âme, non. En plus de ça, il a enchanté ces différents objets avec des maléfices afin de les protéger des éventuels chasseurs de Horcruxes. Et bien évidemment, à chaque fois, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour éliminer les personnes qui voudraient s'en prendre aux morceaux d'âme du Seigneur des Ténèbres. Et en ce qui concerne l'anneau des Gaunt, c'est bien simple, il a été doté d'une malédiction qui provoque chez quiconque oserait le mettre à son doigt la mort. Simple, rapide, précis, tout ce qu'on aime quand on est un seigneur des ténèbres digne de ce nom. Et malheureusement, au cours de sa recherche, vous le savez, Dumbledore a été atteint par cette malédiction, puisque lorsqu'il a trouvé la bague, il a tenté de la mettre à son doigt. Quoi? Mais pourquoi il fait ça? Il est pourtant pas stupide, Dumbledore, il devrait s'en douter que c'est hyper dangereux et que c'était pas une bonne idée. Et bah dans le principe, oui, il savait bien qu'il y avait un risque. Il savait qu'il y avait de fortes chances que Voldemort n'ait pas laissé ses Horcruxes sans défense. Et pourtant, ce risque, il l'a pris et il a décidé de porter la bague. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Dumbledore à courir un tel danger? À cause d'un détail, un tout petit détail de rien du tout. Parce que la bague des Gaunt n'est pas une bague ordinaire. Elle est sertie d'une pierre noire sur laquelle est gravé le symbole des reliques de la mort, et cette pierre, ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est une pierre extrêmement précieuse, puisqu'il s'agit d'une des 3 reliques de la mort, la pierre de résurrection. Et Dumbledore, quand il a vu cette pierre, il l'a reconnue. Et connaissant ses effets, sachant qu'en l'utilisant, il pourrait revoir sa sœur décédée ainsi que ses parents, il n'a pas pu s'empêcher de la passer à son doigt, dans l'espoir de pouvoir leur dire à quel point il est désolé et à quel point il s'en veut pour ce qui est arrivé. Parce que souvenez-vous, si sa sœur est morte, c'est en grande partie à cause de lui. Mais bien évidemment, il n'en a pas eu l'occasion, puisqu'en portant la bague, il a immédiatement été affecté par une puissante malédiction, une malédiction censée le tuer, que le professeur Rogue parviendra à contenir uniquement, mais temporairement, dans sa main, et à partir de là, ils le savent tous les deux, Dumbledore n'a plus qu'un an à vivre avant que la malédiction ne le tue. Et c'est là que se pose la question qui nous intéresse, pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas soigné sa main malade avec les larmes de fume sec? Puisque nous savons depuis la Chambre des Secrets que les larmes de Phénix ont un pouvoir de guérison exceptionnel. Elles peuvent guérir absolument n'importe quelle blessure, elles sont le seul antidote connu au venin du basilic, et pour dire à quel point c'est balèze, elles peuvent même guérir quelqu'un qui est à 2 doigts de mourir. En gros, Dumbledore, il a littéralement dans son bureau une fontaine à remède miracle. Bon alors c'est sûr, il faut le faire chialer, fume sec, mais à mon avis, si c'est une question de vie ou de mort pour ta personne, ça m'étonnerait que 30 millions d'amis viennent te faire chier parce que t'as foutu un pain dans la gueule à ton phénix. Alors pourquoi ne pas en faire usage à ce moment-là, hein? En réalité, la réponse est assez simple, puisqu'il faut garder à l'esprit que, comme on l'a dit, les larmes de Phénix peuvent guérir n'importe quelle blessure
physique. Or, ce dont on parle ici, c'est bel et bien d'une malédiction, pas d'une blessure physique. On parle d'un sort qui a été lancé à Dumbledore et qui est censé provoquer sa mort. Ce n'est pas du tout la même chose et il est fort probable que les larmes de Phénix soient inefficaces contre ce type de problème. D'accord, mais puisque Rogue, comme tu l'as dit, a réussi à contenir la malédiction dans la main de Dumbledore, est-ce que la solution la plus simple ne serait pas tout simplement de se couper la main? Parce que certes, ça ferait sans doute vachement mal, mais au moins il resterait en vie. Ah, c'est bien vu ça, mais en fin de compte, ça ne fait que soulever un autre problème, c'est qu'on ne sait pas si la malédiction est réellement contenue uniquement dans sa main. Parce que peut-être que la seule chose qui a été ralentie, ce sont uniquement les effets de la malédiction. Et rien ne nous dit qu'une fois que sa main sera coupée, la malédiction ne sera pas toujours dans le reste de son corps. Puisque comme on l'a dit, ce n'est pas un problème de blessure physique, c'est un problème de magie. Ce qu'a fait Rogue ici, c'est simplement ralentir les effets d'une malédiction qui a été lancée à Dumbledore tout entier, et qui a simplement tué sa main en premier parce que c'est sa main qui a été touchée en premier. Mais il est fort probable que la malédiction soit déjà liée à l'intégralité de son corps. Bah oui, mais puisque de toute façon, s'il fait rien, il va mourir, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer quand même, au moins pour voir ce qui se passe? Ah oui, mais il faut quand même se poser la question de toute façon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le soigner? Parce que je te rappelle quand même qu'il y a quelque chose de très important que tu n'as pas pris en compte, c'est que Severus Rogue est sous serment inviolable à ce moment-là. Un serment inviolable qu'il a passé avec Narcissa Malfoy et qui l'oblige à tuer Dumbledore avant la fin de l'année si Drago Malfoy n'y parvient pas. Or, pour gagner définitivement la confiance de Lord Voldemort, Rogue a besoin de ce meurtre, parce qu'il est l'atout ultime de leur plan. Ça veut dire que dans tous les cas, avec ou sans malédiction, Dumbledore va mourir avant la fin de l'année. Donc il n'est pas important de réussir à la vaincre, cette malédiction, en fin de compte. Puisqu'avant même qu'elle se remette à faire effet, Dumbledore sera mort d'une autre manière. Et de plus, quand on sait qu'il savait très bien le risque qu'il encourait en mettant la bague à son doigt, quand on sait qu'il l'a quand même porté juste pour revoir sa famille et pouvoir leur parler pour leur dire à quel point il est désolé, eh ben on a de bonnes raisons de penser que Dumbledore était tout simplement prêt à mourir. Parce que c'est un homme qui a cherché toute sa vie et en vain à se pardonner à lui-même ce qui est arrivé à sa petite sœur. Absolument toute sa vie n'est qu'une quête de rédemption qui n'a mené à rien. Il a jamais vraiment réussi à passer à autre chose. Il vit avec ce fardeau depuis tellement d'années qu'il en a peut-être marre aussi de le porter. Peut-être même qu'il s'est mis à penser avec les années que finalement la mort c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Peut-être qu'il pense qu'il mérite de mourir. Peut-être qu'il pense en fin de compte que la mort c'est le seul et dernier moyen qui lui reste pour trouver enfin la paix. Et c'est pour toutes ces raisons que Dumbledore n'a pas soigné sa main de la malédiction. C'est pour toutes ces raisons qu'il a accepté son sort funeste. Ah bah dis donc mon grand, tu sais mettre l'ambiance toi, je te remercie, on a tous envie de se tirer une balle maintenant. En tout cas, toutes mes félicitations, tu as peut-être réussi à contrer ma première attaque, mais voyons un peu comment tu t'en sortiras avec mon deuxième mystère. Je suis ton homme, tu peux y aller. Pourquoi Fred et George n'ont-ils jamais vu Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur? Alors là, on a affaire à une question qu'absolument tout le monde s'est posée au moins une fois en ayant regardé Harry Potter. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est pas normal du tout que les Weasley n'aient jamais remarqué Peter Pettigrew sur la carte. Parce que vous allez quand même pas me dire que les jumeaux Weasley n'ont jamais remarqué qu'il y avait toujours un mec qui s'appelle Peter Pettigrew, donc un mec qu'ils connaissent pas, qui traîne avec leur petit frère. Parce que moi je dis ça, je dis rien, mais je pense quand même que ça m'aurait un tout petit peu interpellé. Mais le fait est le suivant, Fred et George n'ont jamais remarqué Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur. Alors que pourtant, il apparaît sur la carte. C'est même comme ça qu'on a réussi à savoir qu'il était encore vivant. Et c'est une question qui a pas mal fait parler d'elle, tellement ce n'est pas logique que les Weasley n'aient jamais rien remarqué à ce niveau-là. C'est une question qui a tellement tourné sur internet que de nombreuses théories ont vu le jour. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Il était une moldue que je vous mets dans la description, qui retrace la plupart des meilleures explications qui pourraient répondre à cette question. Et je vous avoue que en ce qui me concerne, il y en a une que je trouve vraiment particulièrement convaincante. Il s'agit d'une théorie qui nous dit que si les Weasley n'ont pas vu Peter Pettigrew apparaître sur la carte du maraudeur, c'est parce que Peter Pettigrew est un maraudeur et que la carte du maraudeur ne montre les maraudeurs uniquement qu'aux autres maraudeurs. Et pourquoi diable est-ce que ça fonctionnerait comme ça? Mais réfléchis 2 secondes, si toi tu crées une carte qui permet de suivre en temps réel les déplacements d'absolument tout le monde dans le château, est-ce que tu penses pas que tu mettrais en place un genre de système de sécurité qui fait qu'on peut pas utiliser la carte du maraudeur contre toi? Parce que imagine qu'il se la fasse confisquer par un prof et que le prof en question découvre comment on l'utilise. Est-ce que tu penses pas que ce serait une très mauvaise nouvelle si tous les profs de l'école pouvaient d'un seul coup suivre tous tes déplacements en direct avec ton invention? Oui, c'est vrai que vu comme
ça, tout de suite, ça paraît beaucoup plus logique, en effet. Bah bien évidemment, et pour contourner ce problème, quoi de mieux que de faire en sorte que personne d'autre qu'eux-mêmes ne puisse les voir sur la carte. Oui, mais objection, votre honneur, parce que je te signale que dans Le Prisonnier d'Azkaban, Harry aussi voit Peter Pettigrew sur la carte, alors qu'il n'est pas un maraudeur. Oui, c'est vrai, mais déjà si on part du principe que Harry est lui-même le fils de James Potter, alias Cornedru, donc justement l'un des 4 créateurs de la carte, alors le sang d'un des maraudeurs coule justement dans ses veines, et par conséquent ça peut totalement justifier pourquoi Harry peut lui aussi les voir sur la carte, mais même sans ça, il faut aussi savoir que le fait que Harry puisse voir Peter Pettigrew sur la carte, ça c'est un ajout des films, et ce n'est pas présent dans le livre. Et justement dans le livre, ce n'est pas Harry qui voit Peter Pettigrew sur la carte, non. Dans le livre, c'est Remus Lupin qui fait cette découverte. Remus Lupin, alias Lunar, qui est justement l'un des 4 maraudeurs. Et par conséquent, cette théorie fonctionne très bien, et je pense même que c'est la vérité, tu vois. C'était bien joué, petit, mais nous n'en sommes encore qu'à la moitié de cette vidéo. Et je te préviens tout de suite, le prochain mystère risque de te donner bien du fil à retordre. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais te laisser t'en tirer aussi facilement. Vas-y, balance, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi Rogue ne donne-t-il pas directement l'épée de Gryffondor à Harry, au lieu de la cacher au fond d'un lac gelé? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Eh ben, j'en dis que j'ai une explication. Et moi, j'en dis que c'est sûrement des conneries. C'est ce qu'on va voir. Effectivement, dans Harry Potter et les reliques de la mort, à un moment donné, Harry est guidé par un Patronus en forme de biche jusqu'à un lac gelé au fond duquel il trouvera l'épée de Godric Gryffondor. Une relique extrêmement rare ayant appartenu à l'un des 4 fondateurs de Poudlard et qui a la particularité d'absorber et d'assimiler tout ce qui peut la renforcer. Or, il se trouve que durant sa 2e année, Harry s'est servi de cette épée pour vaincre le basilic de la Chambre des Secrets, un événement qui a permis à l'épée d'assimiler le pouvoir du venin du basilic, à savoir sa capacité à détruire les Horcruxes. Ce qui se trouve être extrêmement pratique quand on s'appelle Harry Potter et qu'on cherche justement à détruire les Horcruxes de vous savez qui. Alors forcément, quand Harry a vu qu'il y avait l'épée au fond de ce lac gelé et qu'il savait très bien que ça lui serait utile, et bah il a bien eu envie d'aller la chercher. Et ce, même s'il savait que ça serait extrêmement douloureux de plonger là-dedans. Et pour savoir comment elle est arrivée là, et surtout pour savoir qui a invoqué ce Patronus qui a guidé Harry jusqu'à l'épée, il faudra attendre la fin du livre pour comprendre que l'homme qui se cachait derrière tout ça était en réalité le professeur Rogue lui-même, qu'on pensait être un méchant alors qu'en fait il agissait depuis le début dans l'ombre pour combattre Voldemort. Mais du coup se pose forcément la question qui tue, mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller mettre l'épée au fond d'un lac gelé au lieu de tout simplement la poser par terre pour qu'Harry ait plus qu'à se pencher pour la ramasser? Parce que le coup du Patronus là qui guide Harry jusqu'à l'épée, ça je veux bien, parce que Harry ne doit pas se rendre compte qu'en fait c'est Rogue. Parce que Rogue lui c'est super important qu'il garde sa couverture. Or si Harry sait que Rogue est en fait de leur côté, et que Voldemort se rend compte de ça à cause de la connexion qu'il a avec Harry justement, et ben c'est la merde et ça fout tout en l'air. Alors là je comprends pourquoi Dumbledore il a demandé à Rogue de rester super discret. Clairement c'est assez clair qu'il pouvait pas lui donner l'épée en main propre. Mais en revanche ce qui est pas facile à comprendre c'est pourquoi est-ce qu'il est allé la mettre au fond d'un lac gelé. Pourquoi est-ce que ça avait besoin d'être si difficile à atteindre? Parce que clairement Harry il a pas du tout envie d'y aller hein. Et ça se comprend d'ailleurs parce que écoutez un peu ce qui lui arrive quand il y va. Le froid se transforma en douleur, l'attaqua comme un feu. Son cerveau lui-même semblait avoir gelé tandis qu'il s'enfonçait dans l'eau sombre et tendait la main vers le fond à la recherche de l'épée. Il déguste quand même méchamment quand il va chercher l'épée au fond du lac. Déjà que moi j'ai du mal à aller dans l'eau d'un seul coup quand la Méditerranée elle est à 23 degrés, si j'avais été à la place de Harry, j'aurais vu l'épée, j'aurais fait non, 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 j'y vais pas, non c'est mort, non c'est bon, stop, j'abandonne, Voldemort il restera vivant, vous vous démerdez avec lui, vous trouvez quelqu'un d'autre, mais moi c'est mort, je le fais pas. Ciao. Non parce qu'à un moment donné, je veux bien être sympa, mais faut pas trop m'en demander non plus, hein. Y a des limites à ce que je suis capable de supporter, attention. Et là, en l'occurrence, j'ai pas envie d'aller me les geler là-dedans. Je vais avoir le kiki comme ça, c'est bon, ça suffit, stop. J'ai bien envie de dire que ça ne changera pas trop d'habitude, Potter. Mais oh, ouais, c'est qui a dit ça là? Je t'emmerde d'abord. Il risque carrément l'hypothermie s'il reste trop longtemps. Alors pourquoi infliger ça à Harry alors que ça pourrait être tellement plus simple? Eh bien, croyez-le ou non, mais en fait, tout était calculé et c'était pour une raison bien précise que Rogue a mis l'épée au fond de ce lac, puisque tout à la fin du livre, au moment où Harry regarde les souvenirs de Rogue dans la pancine, voici ce que le tableau de Dumbledore dit à Severus Rogue. Très bien, s'écria le portrait de Dumbledore derrière le fauteuil directorial. Maintenant, Severus, l'épée. N'oubliez pas que seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Ça veut donc dire que même s'il arrive à mettre la main dessus, il ne pourra pas s'en servir s'il ne remplit pas ces deux conditions. Et autant pour la nécessité, je pense que c'est assez admis qu'il en a besoin, donc ça devrait pas poser problème. Autant pour pouvoir s'en servir, il devra quand même impérativement accomplir
un acte de bravoure. Et c'est pour cette raison que Rogue a mis l'épée au fond d'un lac gelé et pas simplement par terre, pour que Harry puisse prouver sa bravoure en montrant qu'il est capable de se dépasser et de se mettre en danger pour accomplir sa quête, et pour qu'il puisse se servir de l'épée dont il a absolument besoin. Et voilà, mystère résolu. Je dois avouer que je suis déçu, papy, c'est vraiment tout ce que t'as à me proposer. Mais dis donc, tu vas te calmer, je te signale que j'ai pas dit mon dernier mot, mon petit gars. J'ai encore un mystère sous le coude, et comme tu vas pouvoir le constater, j'ai gardé le plus difficile pour la fin. Je suis désolé parce que tu t'es bien battu, mais à présent c'est terminé. Tremble, Xionixes, crains mon pouvoir et incline-toi devant mon attaque ultime. Comment Harry Potter peut-il bloquer un Avada Kedavra avec un simple Expelliarmus? Oula, alors attends, parce que là faut que je regarde un truc, parce que j'avoue que t'as tapé fort cette fois-ci et je sais pas très bien si je vais pouvoir m'en sortir. J'étais sûr que tu ne ferais pas le point. Mais tu sais, ce n'est pas grave, parfois on perd, parfois on gagne, c'est la vie. Mais tu as de la chance, tu sais, parce que tu peux quand même te vanter d'avoir perdu face aux meilleurs. Et ça, vois-tu, c'est un sacré privilège dont tu pourras te vanter pendant bien... J'ai trouvé. Oh mais c'est pas vrai, tu te fiches de moi. Et la question est légitime, puisque c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on peut voir Harry réussir à repousser un Avada Kedavra, donc le sortilège de mort instantanée, hein, une magie noire extrêmement puissante nécessitant énormément de pouvoir, connue pour être absolument imbloquable et n'ayant pas le moindre contresort, avec un Expelliarmus, le sortilège de désarmement que tu apprends aux élèves de Poudlard quand ils ont 12 ans. À partir de là, il y a deux possibilités. Premièrement, soit Voldemort est en réalité une grosse quiche, et dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi tout le monde a peur de lui. Ou deuxièmement, il y a un truc logique qui explique pourquoi Harry arrive à faire ça. Et comme bien évidemment Voldemort n'est pas une grosse quiche, bien au contraire, je vais vous expliquer pourquoi en réalité il y a une explication très simple qui explique pourquoi Harry arrive à faire ça. Et cette explication logique, c'est quelque chose qu'on a vu dans le premier tome de Harry Potter. C'est Ollivander qui nous le dit au moment où il vend sa baguette à Harry. C'est le fait que la baguette de Harry et la baguette de Voldemort sont en réalité des baguettes jumelles, à cause du fait qu'elles ont toutes les deux le même cœur, étant donné qu'elles ont toutes les deux en guise de cœur une plume provenant du même phénix. Et ça change tout, parce que ce qu'on sait à propos des baguettes jumelles, c'est qu'elles ne peuvent pas s'affronter, et lorsqu'on les oblige à se battre l'une contre elles, il se produit un phénomène rarissime qu'on appelle Priori Incantatem, une manifestation de magie provoquant la relecture des derniers sorts utilisés par l'une des deux baguettes, ainsi que l'apparition d'un écho des défunts assassinés par la baguette si celle-ci a été utilisée dans un sortilège de mort. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui se passe à la fin de la Coupe de Feu, quand dans le cimetière, Harry repousse le sortilège de Voldemort avec un Expelliarmus et voit apparaître ses parents à côté de lui. Et si Harry a pu repousser un Avada Kedavra avec un simple Expelliarmus, c'est parce que leurs baguettes étaient des sœurs et qu'elles ont refusé de s'affronter à cause de ça. Oui, mais à la fin des Reliques de la Mort, Harry parvient quand même à repousser un Avada Kedavra avec un Expelliarmus, alors que pourtant Voldemort n'a plus sa baguette. Puisque souviens-toi, à ce moment-là, il a la baguette de Suro, alors ça ne tient pas debout ce que tu dis. Oui, c'est vrai, mais pour ça, il y a aussi une explication. Et cette fois-ci, effectivement, ce n'est pas une histoire de baguette jumelle, par contre, c'est une histoire de véritable propriétaire de la baguette de Suro. Puisque, comme vous le savez, jusqu'à la fin de l'histoire, Voldemort n'a jamais été le véritable maître de la baguette de Suro. Étant donné que c'était Dumbledore qui en était le maître avant que Drago le désarme, et puis ensuite c'est Harry qui a désarmé Drago et qui en est devenu le vrai propriétaire. Au moment de cet affrontement, c'est Harry le vrai maître de la baguette de Suro. C'est à Harry qu'elle a prêté allégeance, et par conséquent si Harry a réussi à repousser le sortilège de mort du Seigneur des Ténèbres, c'est tout simplement parce que la baguette de Suro a refusé de s'en prendre à son propriétaire. Oh d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Voldemort arrive à tuer Harry dans la forêt interdite? Bah oui, mais là c'est pas pareil, Harry vous laisse le prendre le Avada Kedavra dans la forêt interdite. Parce que vous savez bien, c'était le seul moyen pour lui d'éliminer la partie d'âme de Voldemort qui vivait à l'intérieur de lui. Et donc forcément, comme il voulait se prendre ce Avada Kedavra, bah la baguette elle a obéi, puis elle lui a lancé un Avada Kedavra. À chaque moment où Voldemort a essayé d'utiliser la baguette contre Harry, le seul moment où ça a vraiment marché, c'est le moment où Harry voulait se prendre le sort. Il a pas essayé de le contrer à ce moment-là. Oh mais c'est pas vrai, décidément ta réponse à tout, hein. Ouais, et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai toujours raison. Ouais, c'est vachement énervant d'ailleurs. Et c'est à votre tour maintenant de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez vous aussi des questions que vous vous posez sur Harry Potter et à laquelle vous n'avez jamais eu de réponse? N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires pour qu'on puisse les utiliser dans une prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine fois, c'est à vos questions que je répondrai directement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à regarder les autres vidéos qui sont sur le même sujet. Je vous en mets deux juste ici, n'hésitez pas à les cliquer si jamais ça vous intéresse, mais je pense que ça va vous intéresser. Et voilà, sur ce c'est terminé, donc moi je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de bisous, c'était Xio, à la prochaine, ciao!